Pour la deuxième table ronde qui s'intitule Ville, Habitat et Climat, des questions clés pour demain, j'appelle à me rejoindre sur scène Carmen Santana, architecte de Barcelone, mais qui va se présenter plus longuement. C'est très réducteur, architecte de Barcelone, hein, mais vous allez vous présenter. Gérard Auriol, directeur interrégional Ouest pour ERDF. Frédéric Boisset, directeur régional Atlantique pour Bouygues Immobilier. Et enfin, Santa Orsini, délégué régional Pays de la Loire pour Engie. Voilà. Alors, on va donc parler plus précisément lors de cette table ronde des enjeux autour de l'habitat dans la ville et du climat, qui sont effectivement des questions qui vont se poser avec de plus en plus d'acuité dans les années qui viennent, comme vous le savez tous, à la fois du fait de l'urbanisation galopante et des enjeux de consommation d'énergie, d'émissions de CO2 par notamment les bâtiments, mais également les transports. Parce que habitat, c'est pas seulement le bâtiment en tant que tel, mais c'est aussi où il est positionné, comment on s'y rend et comment on va de l'habitat à son lieu de travail, etc. Je vais laisser les intervenants développer tous ces termes-là. Je vais commencer par donner la parole à Carmen. Prenez ce micro et expliquez-nous un peu à la fois qui vous êtes, qu'est-ce que c'est le cabinet Archicubique dont vous êtes l'une des fondatrices, et puis comment est-ce qu'un architecte en général et vous en tout cas en particulier vous abordez ces enjeux de la ville et de l'habitat face au climat. Vaste programme. Vaste programme, oui. Bonjour tout le monde, bonsoir. Vous avez 3 minutes. Oui. Plus. Alors, je vais dire sur une chose. Avant d'être architecte urbaniste, je suis surtout citoyenne, habitante, utilisateur de transport en public, maman, je fréquente les écoles, machin truc. Donc, et après, je suis architecte urbaniste. Et je pense que ça, et ce positionnement change tout et dit tout en 3 minutes qui je suis. D'autres choses, dites que vous êtes. Hein. Vous êtes aussi... Alors, oui, non, c'était une blague. Non, c'est pas une blague. C'est vrai que le regard, pardon, je me mets debout, c'est plus facile. Par-delà. J'ai fait quelques images, je pense que ça va aller plus vite et ça, en 3 minutes, permettre en 2 de continuer. Pour faire face à ces changements climatiques, à tout ce dont on a parlé avant, à tout ce nouveau monde, en fait, et cette ville en transition qui est la Épolis. Nous parlons, j'aime bien parler de la ville organoleptique, qui est une ville qui est la ville post-industrielle, qui est une ville beaucoup plus sensible, sensorielle, appropriable, et qui est une ville qui est faite par l'intelligence de nous tous, tous les acteurs qui font la ville. Et comme ça a été remarqué précédemment, la ville, le Smart City, c'est pas la Smart City, c'est l'intelligence. Les villes, historiquement, elles ont toujours été intelligentes. C'est le système le plus complexe, le plus intelligent qu'on ait eu. Et ce sont ses habitants et ses politiques. La cité, elle était intelligente si ses politiques et ses habitants le sont. Donc, je passe rapidement sur des concepts que je viens de vous dire. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé du concept d'échronie, de cette rapidité de la technologie qui vraiment va trop vite et qui nous faut être constamment dépassés. On commence à voir que chaque 5 ans, il y a des cycles d'urbanisme qui sont assez importants et qui remettent en question complètement toutes les données qui avaient été pensées 5 ans avant. 5 ans, c'est rien. Ça va très vite. On verra, on revient sur des notions de HQE, etc. et comment on l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, la grande différence, c'est celle-là, c'est-à-dire que nous sommes, les citoyens, sommes devenus non plus des consommateurs, des usagers, mais des personnes et des habitants connectés et des habitants informés. À partir de là, ça remet en question complètement toute la manière donc de penser nos villes. On vient d'en parler aussi longtemps, beaucoup avant. Je pense qu'il y a toutes ces notions nouvelles qui sont en train de sortir, comme l'économie circulaire, l'économie collaborative, qui vont changer la manière même de distribuer, de faire du commerce et de faire le capital, entre guillemets. Et c'est un moteur de changement assez important, justement pour cette ville en transition, les personnes. Ça, je passe. Une notion qui était assez intéressante, c'est cette notion d'aujourd'hui, nous sommes non seulement connectés, mais nous sommes des prosommateurs, c'est-à-dire nous, non seulement des consommateurs, mais nous produisons. Nous pouvons aujourd'hui, on parle aujourd'hui du concept de la maison fluide, c'est-à-dire que vous pouvez, depuis votre maison, louer un vélo, partager une table, partager votre cuisine, louer et partager votre vélo, enfin, produire des choses. Et ça aussi, ça change complètement la donne et la manière donc de faire nos villes, de faire du commerce, l'hôtellerie, etc., la restauration, ou même dans les lieux de travail. Je pense qu'aujourd'hui, la grande question est celle-là,
c'est simplement s'arrêter 5 minutes et se faire les questions pertinentes pour réellement mettre l'énergie là où il le faut et dans des systèmes, évidemment, des écosystèmes ouverts, transversaux, avec beaucoup de gens qui ont des regards très différents. Et mais surtout ça, se faire les questions pertinentes parce que très souvent on met l'argent là où il ne faut pas. Et réfléchir entre tous, c'est différent. Alors, on a essayé de faire... On travaille à toutes les échelles, depuis l'urbanisme jusqu'à les bâtiments de bureaux, d'équipements publics ou logements. On va peu à peu, on travaille peu à peu sur des projets sur lesquels qui nous demandent du temps pour bouger justement ces curseurs, parce que c'est vraiment une pensée globale et très différente, et dans laquelle il y a toujours ce travail transversal et pluridisciplinaire qui prend du temps, qui est pas évident puisqu'on n'est pas tout à fait habitué. Et l'échelle qu'on a mis en place, c'est cette échelle un cœur, qui en fait est une échelle qui est l'échelle de la transversalité, qui est transversale. C'est une échelle qui nous demande à tous les acteurs d'aller un peu plus loin que nos bénéfices à la fin de l'année ou que notre rentabilité ou que notre regard. C'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à désapprendre pour pouvoir produire ensemble. Cette ville qui doit aussi, je parle beaucoup de HQE sensible et sociale, et ça passe par une ville dans laquelle l'infrastructure est plutôt une infrastructure verte et qui s'appuie plutôt sur le bon sens, le locus, les lieux, les énergies et les forces d'un lieu pour mettre cette ville en place. J'en oublie certainement, mais enfin bon, avec le vecteur temps, bien entendu, comme ce concept de réversibilité d'usage pour laisser une empreinte écologique moins importante lors de sa reconversion. Et surtout, comme le dit aussi notre cher Saskia Sasken, avec un urbanisme de dispositifs ouverts qui soit complètement réadaptable, appropriable et qui incorpore bien entendu le vecteur temps, parce que ça, je vous disais avant, ça va très vite et dans des complexes, le recyclage de la ville diffuse, j'en passe. Et je pense que je vais m'arrêter là pour donner lieu à notre débat, qui est celle de quand on se pose les questions intelligentes, enfin les questions pertinentes ici. Et je pense que c'est le grand travail qu'on a à faire justement pour aborder nos villes beaucoup plus durablement. Sur les sous-sols, l'intelligence des sous-sols. Aujourd'hui, c'est quand même un grand sujet, ça nous fait rire à tous. C'est beaucoup de millions et d'énergie dépensée, alors que ça ne devrait pas. On va sur la Lune, on habite sous l'eau, on arrive à faire des trucs pas possibles. Et on a quand même des sous-sols qui ne fonctionnent pas, qui demandent une perte d'énergie à chaque fois. Et planter un arbre, ça devient ridicule. La dernière ZAG, là, pour laquelle on a gagné un grand prix, on avait des trottoirs qui font 20, on a des trottoirs qui arrivent à faire 20, 17, 16 mètres, et on n'arrive même pas à mettre un réseau de collecte pneumatique d'une manière facile et convenable. Je pense que ça va être l'enjeu réel pour les années à venir. Merci beaucoup, Carmen. Vous venez justement d'évoquer un des projets sur lesquels vous travaillez. Je pense peut-être, parce que je vous ai pas vraiment laissé le temps de le faire, peut-être vous pouvez citer quelques projets sur lesquels vous travaillez en France et rappeler que vous êtes chilienne et fondatrice d'une agence qui est franco-catalane et que vous travaillez en fait dans un univers totalement transdisciplinaire depuis 20 ans. Je pense que ça a quand même une importance assez grande par rapport à votre façon d'aborder ces thématiques-là. Ah oui, effectivement, oui. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous des territoriens. C'est vrai, on est tous nés quelque part, on a étudié ailleurs, on s'est déplacé pour des raisons politiques ou pas, à droite, à gauche, etc. Moi, effectivement, j'aime bien me définir comme âme chilienne, puisqu'il faut que je me définisse, âme chilienne et esprit français, puisque j'ai fait mes études en France après l'exil de mes parents, après le coup d'État de Pinochet, et cœur catalan, puisque j'habite aujourd'hui à Barcelone depuis 20 ans d'ailleurs, et où je me suis associée avec de Catalans, et puis c'est de là qu'on fait l'ADN. Oui, certainement, j'ai beaucoup appris sur l'espace public. On parlait avant de l'espace public comme une opportunité, effectivement, de créer du lien social, de réenchanter la ville, de se l'approprier et la rendre appropriable, effectivement. Et on travaille, effectivement, aussi depuis un espace transdisciplinaire, qui est un espace où il y a plein de gens qui n'ont rien à voir avec nous. C'est pas forcément une pépinière d'entreprise, c'est un truc qu'on a fait complètement spontanément. Je crois beaucoup aussi à l'intuitif. Je pense qu'on vient d'une époque tellement contrôlée, tellement où tout était étiqueté, et que toutes les émotions, ou la spontanéité, ou les perceptions spontanées, et les questions d'éthique sont à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Donc effectivement, la dernière slide qu'on a vue, je ne sais pas si sur les sous-sols, le sous-sol intelligent, bon, enfin, vous l'avez peut-être gardé en mémoire, nous permet de faire une transition vers les réseaux intelligents et notamment les réseaux électriques intelligents. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Auriol de ERDF, qui va nous dire déjà ce que c'est qu'un réseau intelligent, et puis nous donner quelques exemples concrets de l'implantation des réseaux intelligents dans la région. Oui. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous.
Alors on a vu que la Smart City, c'était la ville des intelligences. Eh bien, une de ces intelligences, c'est l'électricité. Alors effectivement, elle est souterraine, mais notre mission à ERDF, et c'est une sacrée aventure dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, c'est de rendre ce réseau électrique intelligent. Mais dans quel but? Le but, c'est de mettre le citoyen et la collectivité, la territorialité, dont la métropole, acteurs des défis énergétiques qui sont devant nous. Et c'est pas besoin d'expliquer l'ampleur de ces défis énergétiques vers la ville sobre et la protection de l'environnement. Alors quel est notre contexte, hein? Je vais le résumer en 2 chiffres qui tiennent d'ailleurs dans la loi de transition énergétique qui a été votée, comme vous le savez, en France. Et cette loi, elle dit 2 chiffres très très importants. Le premier, 32% d'énergie renouvelable en France en 2030. Pour la production d'électricité, c'est 40% l'objectif. Nous sommes aujourd'hui à 20%, donc vous voyez que le développement des énergies renouvelables, c'est un des facteurs clés de cette affaire-là. Le deuxième chiffre, c'est la baisse de 20% des consommations d'énergie en 2030. Et là, pour y arriver, eh bien, il va falloir tous s'y mettre. Tous, les entreprises, les collectivités, mais aussi les individus. Alors là, voilà, un petit slide pour expliquer ce que c'est qu'en définitive cette histoire de Smart Grid, qui est un concept un peu complexe. Alors un Smart Grid, qu'est-ce que ça doit faire? C'est donc un réseau d'électricité qui va devoir, si on prend dans le cadran complètement à gauche, développer les énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, production autonome, cogénération, etc. On va ensuite être amené à gérer des flexibilités, un mot extrêmement confus. Qu'est-ce que ça veut dire une flexibilité sur réseau électrique? C'est la capacité qu'ont les gens, les consommateurs, à s'effacer, ou bien à stocker, ou bien à produire au moment où ça va être opportun. Je pense que s'effacer, il faudrait que vous explicitiez un tout petit peu, parce que c'est pas forcément dans le langage courant. Qu'est-ce que ça veut dire s'effacer sur un réseau électrique? Voilà, s'effacer c'est quoi? Eh bien ça veut dire, à un certain moment, je vais baisser ou je vais annuler ma demande d'électricité. Pourquoi je vais faire ça? Parce que je vais aider le réseau à être équilibré et à surmonter les pointes, puisque le réseau électrique, de temps en temps, il y a des appels de puissance très importants. Et donc, bien entendu, pendant ces appels de puissance, on va essayer de s'effacer pour reporter sa consommation à un autre moment de la journée, voire la réduire. C'est typiquement 19h quand tout le monde rentre chez soi, allumer les lumières. Voilà. Alors, ça marche déjà depuis longtemps au passage, hein. Vous avez tous des tarifs nuit, jour. C'est le bœuf et à bas du Smart Grid. Ce qu'on veut faire demain, c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Grâce au numérique, on va le voir. Ensuite, troisième élément, il va falloir intégrer toute la mobilité électrique qui va se développer. Cette mobilité électrique, c'est un énorme défi, puisque un véhicule électrique, ça va être à la fois un consommateur, mais aussi un stockeur d'électricité. Et au passage, d'ailleurs, c'est un consommateur d'électricité mobile, ce qui, dans notre métier, est une grande nouveauté. Parce que d'habitude, ils sont plutôt statiques, hein. Ensuite, il va falloir développer le développement d'offres commerciales autour de l'énergie. Et ces offres, justement, vont vous permettre, eh bien, mesdames et messieurs, d'optimiser votre consommation d'électricité, votre facture, et justement, de pouvoir consommer au juste moment et le moins possible. Il va falloir aussi sécuriser la fourniture d'électricité, la distribution. Hein, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Carlos Moreno qui a dit, de temps en temps, il y a des catastrophes dans les villes. C'est toujours notre cœur de métier, je le rassure. La première mission de RDF, c'est de faire en sorte que quand vous allez appuyer sur le bouton, eh bien, la lumière arrive. Et je peux vous dire que ça nous prend parfois beaucoup de temps, d'énergie et de solidarité entre nous. Et puis, dernier point, qui est très important, ce réseau intelligent, il va permettre de fournir, de collecter des données et de les donner, entre guillemets, en pâture à un certain nombre d'acteurs qui vont créer de la valeur avec. Mais évidemment, ces données-là, il va falloir les protéger. Et il y aura donc un enjeu de sécurité très important associé. Alors pour faire ça, vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais comment on s'y prend? Eh bien on s'y prend à travers 3 orientations importantes. La première, c'est que nous allons numériser de façon très importante l'infrastructure du réseau électrique elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre sur notre réseau existant des capteurs, de l'intelligence, des algorithmes informatiques très modernes qui vont nous permettre d'équilibrer ce réseau. Parce que ce réseau, il lui arrive un événement considérable,
c'est que jusqu'à aujourd'hui, il servait d'acheminer de l'électricité de centrales vers les consommateurs. Et aujourd'hui, il sert toujours à faire ça. Mais en plus de ça, il permet de collecter des producteurs répartis sur le terrain, des pro-consommateurs, enfin, comme vous l'avez... des prosommateurs, voilà. Eh bien, les prosommateurs, nous les avons dans le système électrique aujourd'hui. Et donc, ces prosommateurs, ils produisent. Il faut donc interconnecter toutes ces productions entre elles. Et donc ça nécessite un investissement colossal en capteurs, mais aussi en intelligence à travers les systèmes d'information. Premier étage de la fusée. Il n'y en a que 3. Le deuxième étage de la fusée, c'est l'interface avec nos clients. Pour que ça marche, il faut que le client, le citoyen, bénéficie d'une quantité de données tout à fait importante pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et pour faire ça, eh bien, nous allons intervenir sur le compteur. Ce brave vieux compteur électrique. La dernière révolution de l'électricité, c'était le compteur bleu. Ça nous ramène aux années 70. Hein, les 30 glorieuses, c'était l'accès à la puissance, au développement. Et là, nous avons le compteur vert, c'est l'accès à l'information, à la numérisation de l'électricité, à son intelligence et à la maîtrise de l'énergie. Et très concrètement, c'est 90% des Français dans 6 ans qui seront équipés de ce compteur-là pour 5 milliards d'euros. Le fameux Linky. Le fameux Linky, dont je parlerai juste après de façon très concrète sur Nantes. Et puis le troisième étage de la fusée, c'est les données. Donc à partir de tout ça, nous allons mettre en place des plateformes d'open data, de données disponibles déjà pour le consommateur lui-même. Parce que c'est pas évident de s'occuper d'électricité tous les jours. Hein. C'est pas une préoccupation constante des prosommateurs, justement. Et donc il va falloir leur simplifier la vie et leur donner des repères pour qu'ils comprennent comment ils peuvent mieux consommer l'électricité demain. Mais c'est aussi, non seulement le citoyen, mais des quartiers, des bâtiments, des villes, des métropoles sur lesquelles nous allons agréger des données et tout l'écosystème numérique s'en emparera. Voilà les 3 étages du Smart Grid que nous proposons de réaliser tout de suite. Très bien, merci beaucoup. Je vais peut-être donner quelques exemples. On reviendra dans la région. Oui, pour être sûr que tout le monde puisse parler. Je vais donner la parole à Santa Orsini sur... Je crois que ça fonctionne. Oui, apparemment oui. Donc, vous représentez Engie dans la région. Donc, Engie, anciennement GDF Suez, mais je crois que ça y est, tout le monde est au courant. Donc, vous allez nous expliquer, pour vous, on a effectivement je dirais presque dans l'imaginaire collectif, l'idée que c'est pas comme l'ancien nom l'indiquait, le sous-entendait, c'est essentiellement du gaz, mais en fait, vous allez nous expliquer que pas seulement, que c'est restrictif, et que vous abordez ces thématiques ville, habitat, climat de manière globale. Et je vous écoute. Tout à fait. Alors c'est vrai que souvent Engie, anciennement GDF Suez, on nous assimile aux fournisseurs de gaz naturel. C'est vrai, mais pas que. Le gaz, c'est juste un tiers de notre activité. Et Engie, donc qui est un concentré d'énergie dans tous les sens du terme, Engie, c'est un opérateur énergétique mondial dont le socle de développement est la transition énergétique avec 4 domaines clés de compétences. Le premier domaine, c'est la production des énergies renouvelables. On voit que c'est essentiel, vous l'avez souligné, pour les villes intelligentes et par rapport aux enjeux du climat. L'autre aspect, c'est tout ce qui est efficacité énergétique, également indispensable parce que on peut produire de l'énergie renouvelable, mais il faut également avoir des actions en matière de sobriété énergétique. Troisième aspect, on ne va pas dénigrer nos origines, c'est tout ce qui concerne la chaîne du gaz naturel. Et puis, le monde évolue très vite. L'évolution écologique s'accompagne d'une évolution numérique. Et donc, on doit progresser dans les nouveaux métiers liés au digital. Donc, vous voyez que le panel est assez large. Et donc la Smart City, nous on y croit parce qu'en effet il y a le développement des prosumers ou des prosomers, enfin tout dépend comment en effet on le dit. Prosommateurs. Il y a également un pouvoir de plus en plus important en matière d'énergie au niveau des villes et tout ça qui s'accompagne de nouveaux modes d'économie circulaire partagée. Donc on voit que la ville intelligente, la ville de toutes les intelligences, c'est une réalité. C'est pas forcément quelque chose d'évident.
évident. Je crois que les business models sont pas forcément tous trouvés, mais en tout cas, Engie, on veut être un architecte, excusez-moi de reprendre votre expression, mais un architecte énergétique au niveau des villes de demain. Peut-être un exemple de ce qu'on fait sur Nantes. Donc, un des exemples, c'est vraiment le projet Greener Together. Tout à l'heure, Johanna Roland parlait d'une Smart City à la nantaise qui est collective, pragmatique et durable. Et le projet que nous avons construit avec Nantes Métropole, mais également 2 autres villes, Copenhague et Hambourg, c'est vraiment l'illustration de cette Smart City à la nantaise. Avec le citoyen au cœur de cette Smart City, parce que la définition pour Engie de la ville intelligente, c'est la ville où les citoyens se sentent heureux, vivent en bonne santé, ont une bonne autonomie financière et optimisent leurs relations entre individus, mais également avec les ressources de la ville. Donc les ressources, les déchets, l'eau, l'énergie, le transport. Donc sur Greener Together, comme l'indique le nom, on a travaillé en collaboration avec les équipes de Nantes Métropole, mais on était également sur un nouveau mode de gouvernance, puisque nous avons travaillé également avec des start-up locales, avec des académiques, en l'occurrence l'école des mines, pour mettre en place tout un système énergétique, donc toujours avec au cœur le citoyen, autour des réseaux intelligents. Alors il y a les réseaux électriques, mais il y a également le réseau de chaleur urbain. Le réseau de chaleur urbain de Nantes, c'est le 3e plus important de France et c'est un des plus verts d'Europe. Il est à 80% alimenté à partir d'énergie verte. Donc on a regardé comment, à partir de la récupération d'énergie perdue d'un industriel sur l'île de Nantes, on pouvait rendre ce réseau encore plus vert, encore plus intelligent. Il y a également tout l'aspect énergie renouvelable, Smart Energy, avec la production de photovoltaïque, la mise en place d'arbres et éoliennes qui s'intègrent également au quotidien des citoyens. Tout l'aspect bâtiment intelligent, avec là aussi l'implication des citoyens, outre la métrologie, mais comment on peut rendre les citoyens acteurs de leur maîtrise et de leurs économies d'énergie. Et puis tout l'aspect mobilité intelligente, avec l'autopartage, la mobilité électrique, et pourquoi pas demain de la mobilité biogaz naturel. Merci beaucoup. Je me permets quand même de rappeler que ça, c'est un projet, effectivement, et c'est un projet qui est élaboré dans le cadre d'un concours européen. Voilà, c'est un appel à un projet européen qui s'appelle Horizon 2020, et la Commission européenne attribue des crédits aux villes qui s'engagent sur la ville intelligente en matière énergétique. Donc oui, voilà, c'est un appel à projet. Ce ne sont pas encore des réalisations. Ce ne sont pas des réalisations, mais bon voilà, ce sont des choses. Nantes Métropole y a attaché. Et puis que l'on gagne ou que l'on gagne pas, il y a certainement des choses qui verront le jour. On vous souhaite bonne chance et merci de passer le micro à votre voisin qui, je pense, a aussi des choses à dire sur le plan et de la gouvernance, de nouveaux types de gouvernance et des modèles économiques en matière de Smart City, à partir de l'exemple d'Isigrid. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Le métier de Bouygues Immobilier, filiale de promotion du groupe Bouygues, le métier de promoteur a évolué ces dernières années, c'est-à-dire qu'on est passé du promoteur d'un bâtiment au métier de promoteur d'opérateur urbain. Et donc on est obligé de ne plus travailler qu'à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle du quartier, du macro-lot, du quartier ou voire de la ville. On voulait vraiment, on croit totalement dans les smart cities et notamment dans les smart grids qui sont le pan énergétique, comme vous l'expliquiez très bien tout à l'heure. Et on voulait passer à la phase réalisation. Le problème, c'est que pour construire un quartier, il faut un petit peu de temps. Et donc, on voulait pas rester en chambre à étudier les éventuelles difficultés qu'on pouvait rencontrer, mais vraiment rentrer dans le concret. Donc, on a pris un quartier qu'on avait construit en majorité, c'est-à-dire le quartier d'affaires Seine-Ouest, à Issy-les-Moulineaux. On a fait 160 000 m² de bureaux, dans laquelle il y a le siège de Microsoft, il y avait le siège de Bouygues Télécom, celui de Bouygues Immobilier, et puis différentes grosses entreprises comme Steria. On a raccordé également le quartier qui s'appelle le fort numérique d'Issy-les-Moulineaux qu'on a réalisé en tant qu'aménageur pour créer un premier smart grid qui est en fonctionnement depuis 2012. Alors j'ai bien aimé la petite slide tout à l'heure, problème me, solution oui. Donc on s'est forcément entouré d'une équipe, si on peut changer de slide, une équipe de 10 industriels, grandes entreprises françaises,
qui pour l'essentiel avaient leur siège ou des implantations dans le quartier. Je ne vais pas toutes les citer, mais chacun de par sa spécialisation, je pense Total sur la production d'énergie renouvelable, Bouygues Energy Service sur l'éclairage public et sur sa connaissance en matière d'énergie, Bouygues Télécom sur la partie résidentielle et Bouygues Immobilier en pilote de projet avec des correspondants, la ville d'Issy-les-Moulineaux, bien sûr le Grand Paris, et puis également le régulateur de l'énergie et la CNIL, puisque quand on rentre dans le dur de la Smart City, en tout cas les Smart Grid, on est confronté à des réalités notamment juridiques qui sont parfois difficiles à faire avancer. Et puis on a également travaillé avec des startups, les startups complètement indépendantes ou d'autres comme MBX qui sont une joint venture, qui est une startup créée entre Bouygues Immobilier et Alstom. Je vous expliquerai son rôle juste après. On en est où du projet Issy Grid? Donc c'est un laboratoire à grandeur nature sur le territoire urbain d'Issy-les-Moulineaux. Aujourd'hui, il y a 1000 logements connectés. À terme, il y en aura 2000. Il y a 2000 employés qui sont connectés dans des immeubles de bureaux qui sont Smart Grid Ready et branchés sur le réseau. 46 lampadaires intelligents développés par Bouygues Energy Services. Un poste de distribution d'énergie de prochaine génération, URDF, qui est on va dire un récepteur Linky. Et puis un système de prévision de l'énergie photovoltaïque, puisque ça c'est très important de pouvoir prévoir la production pour mettre la consommation en adéquation avec cette production. Et puis tous les systèmes d'information connectés. On a créé un nouveau métier qui est le métier d'opérateur de Smart Grid avec la filiale dont je vous parlais tout à l'heure, MBX, qui est aujourd'hui à même de piloter un Smart Grid. Donc juste pour revenir sur un petit point plus précis, prendre un petit exemple. On parlait tout à l'heure, ERDF nous expliquait, sur Auriol, le sujet de l'effacement, par exemple, sur les moments de pointe. Il y a une pointe en bureau, la pointe, elle se situe pendant la pause déjeuner, entre 12h et 14h. En logement, c'est le matin et le soir. Un petit exemple, par exemple, dans le quartier, au moment du pic de besoin en énergie du midi, on a trouvé une solution. Dans la tour Bouygues Télécom, il y a des réserves de glace qui sont des réserves de sécurité pour refroidir les installations du serveur de Bouygues Télécom. Et en utilisant 10% de la réserve de glace, en la faisant fondre en été pour créer du rafraîchissement, ça nous a permis d'éliminer totalement la production de rafraîchissement de la tour Sequana qui doit faire 40 000 m2 et donc de limiter les besoins en apport d'énergie. Et là, on est vraiment donc dans la communication puisque les différents immeubles se sont effacés ou ont eu un mode de production d'énergie alternatif pour pouvoir effacer la consommation du quartier, en tout cas la limiter. Et puis une donnée importante, c'est la protection des données énergétiques des particuliers. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec NACNIL. Il y a un premier référentiel qui est en train d'être mis en place, mais c'est vrai que c'est des données qui touchent la vie privée. Si vous apprenez aujourd'hui que à 15h, pendant que vous étiez au Forum Smart City à Nantes, quelqu'un a pris une douche chez vous à 14h30, je pense que vous seriez un petit peu surpris et que ça pourrait poser des problèmes. Là, c'était juste histoire d'illustrer mes propos et montrer à quel point ces données pouvaient être, en tout cas, à protéger. Et puis, bien entendu, pour nous, c'est une formidable vitrine puisque le quartier Issy Grid a été visité par plus de 24 délégations de différents pays, ici de 12 pays, et qui sa place Issy-les-Moulineaux. Alors, ils ont rajouté Paris sur la carte parce qu'Issy-les-Moulineaux, c'est pas connu. Mais voilà, on n'est pas dans le classement dont on parlait tout à l'heure. Carlos, il disait qu'il n'aimait pas les classements en termes de performance de ville. Donc là, on parle pas de classement, on parle juste de visibilité. Merci beaucoup. Et alors, pour revenir à un niveau plus régional, vous aimeriez bien reproduire ce type de démonstrateur? Oui, on aimerait bien. C'est-à-dire, mais il faut avoir un site. C'est-à-dire qu'on a des immeubles qui sont aujourd'hui Smart Grid Ready. Quand on imagine un immeuble de logement à performance passive aujourd'hui ou un immeuble de bureau qu'on appelle Green Office à énergie positive, ils sont prêts à être accordés des Smart Grid. Pour avoir une réflexion Smart Grid, il faut raisonner à l'échelle d'un micro-quartier, on ne demande pas un morceau de ville. Mais nous, on est prêt à s'investir, à travailler avec une équipe. On a déjà beaucoup d'échanges avec des acteurs locaux pour essayer de mettre au point un projet et de proposer d'avancer sur un Smart Grid à Nantes qui sera le premier pas d'une Smart City nantaise. Eh bien, à bon entendeur, salut. J'espère que le message est passé. Oui, c'est pas à moi qu'il faut le dire, mais il y a beaucoup d'auditeurs là.
Alors, on revient vers vous, Monsieur Auriol, pour que vous nous décriviez, vous, où en sont vos différents projets dans la région, parce qu'il se passe pas mal de choses, je crois, vous concernant. Oui, tout à fait. Alors effectivement, nous le numérique et l'intelligence dans le réseau, c'est pas un virage qui est devant nous, c'est un virage dans lequel nous sommes déjà engagés très très fortement, et notamment dans l'Ouest. Donc qu'est-ce qu'on fait très concrètement? J'y reprends ma fusée à 3 étages tout à l'heure. On commence déjà par l'étage du bas, ici sur Nantes, et notamment sur l'île de Nantes, où nous allons installer des postes sources, un vocable totalement abscon, qui en fait sont les installations qui amènent la puissance électrique, mais ces postes, ils sont ultra modernes, entièrement numérisés, ils sont smart grid ready, c'est le premier étage. Le deuxième étage qu'on explore toujours dans les infrastructures, on le fait en Vendée, avec le syndicat de la Vendée. Nous avons le plus gros démonstrateur de smart grid de France à cet endroit-là, dans le département de la Vendée. Et qu'est-ce que nous y testons? Tous les outils qui vont piloter le réseau intelligent de demain. On a parlé des effacements, on a parlé des énergies renouvelables, on a parlé d'équilibrage du réseau, des choses très techniques, mais qui en définitive vont nous permettre de gérer ce réseau intelligemment demain. Ensuite, deuxième étage de la fusée, les compteurs Linky. Eh bien, ici à Nantes, à l'heure où je vous parle, il y a sur l'île de Nantes 4000 compteurs intelligents d'une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, qui a un protocole de communication bien plus performant que l'ancienne, et qui surtout a la volonté et sera un standard international, eh bien Nantes est en train de l'expérimenter, et l'année prochaine, nous en aurons 40 000 supplémentaires. Et dans 3 ans, les 2/3 de la population de la métropole seront équipés de compteurs Linky. Et donc à partir de ce moment-là, la masse critique est atteinte, et même avant, pour basculer dans la 3e partie de la fusée, c'est-à-dire permettre aux citoyens d'être acteurs de sa consommation d'énergie et de son action citoyenne dans la maîtrise de l'énergie. Voilà. Et donc ça va être, ça on le teste, je me permets de le compléter puis j'arrête, on le teste dans la ville de Lorient, puisque nous avons déployé 10 000 compteurs Linky, à l'heure où je vous parle, et à partir de ces compteurs, nous allons tester des choses très intéressantes avec les citoyens. Parce qu'effectivement, c'est pas que de la technologie, hein, les smart grids. C'est aussi du comportement, c'est aussi du vivre ensemble, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'on fait à Lorient? Eh bien, à partir de ces compteurs Linky, nous allons mettre des plateformes territoriales qui permettent aux clients soit d'être coachés dans leur façon d'utiliser l'énergie, à titre individuel, soit de se regrouper entre eux dans des cafés énergie ou des événements locaux. On remplace les cafés philo par des cafés énergie. Voilà, c'est les cafés énergie dans lesquels ils vont s'auto-émuler collectivement sur l'utilisation de l'énergie électrique optimum. Et c'est ces applications-là que nous avons l'ambition de développer sur Nantes à travers un pacte pour tous les Nantais sur la mise en place de l'open data, c'est-à-dire le partage des données pour que les acteurs, les startups, les consommateurs eux-mêmes s'emparent de ces données pour mieux maîtriser l'énergie. Évidemment, en toute sécurité, puisque la confidentialité de la donnée, c'est un élément majeur de confiance dans ce genre de système. Merci beaucoup. Je voudrais redonner peut-être en conclusion la parole à Carmen Santana. Oui, en conclusion, attention à ce que vous allez dire. Hein. On a bien écouté les industriels qui sont représentés autour de la table. On voit bien que leur métier, leurs entreprises évoluent, changent. Il a été beaucoup question du consommateur, du prosommateur au centre de toutes les attentions. Est-ce que, de votre point de vue d'architecte, avec votre vision de la ville organoleptique que vous avez décrite, ça vous semble aller dans le bon sens? Est-ce que vous pensez que dans la réalité, c'est exactement ce qui se passe? Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que tout ça concourt, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie quand même, est-ce que tout ça suffit à faire une ville intelligente et surtout une ville organoleptique comme vous, celle à quoi vous aspirez? Merci. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, nous avons beaucoup parlé de technologie. C'est vrai que tous ces grands groupes avancent et font une recherche importante au niveau de la technologie, de la consommation. Mais quand je parlais tout à l'heure de nous poser les questions pertinentes, d'une part, nous poser les questions pertinentes, et je reviendrai, puis d'une autre part, les usages de la ville, cette ville ludique, ouverte, hybride, collaborative. Quand on montre des bâtiments de bureaux, comme on a vu, avec tout le respect que j'ai pour ce métier, parce que c'est quand même très difficile,
on reste quand même sur des objets qui sont très autistes, qui sont ces smart grids qui sont complètement pas ouverts finalement à la ville, au rez-de-chaussée, aux usagers qui habitent, les gens qui habitent, d'autres types on pourrait, aujourd'hui on est en train, par exemple, quand on revient sur les projets de Anne Hidalgo sur Inventer Paris, on voit bien qu'il y a une logique vraiment d'usage, d'hybridation des moyens et qui font que cette ville va être vraiment appropriée, cette ville organoleptique dont je parlais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi doit-on vraiment forcément ventiler, mettre de la climatisation sur nos bâtiments de bureaux? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un changement d'attitude et qu'on puisse ouvrir des fenêtres? Pourquoi on doit filtrer l'air? On marche bien dans l'espace public sans avoir des masques, on circule bien dans les périphes avec les fenêtres ouvertes, enfin... En France, on a encore oui. Bon, non, mais justement, ça fait partie de toute cette espèce d'imposition ou de HQE qu'on a mis en place il y a 10 ans, 15 ans et qui aujourd'hui est le modus vivendi pour faire civil, mais qui en même temps est aujourd'hui remise en question, mais très profondément. Alors ça va au-delà de ce que je pense ou pas, moi, là-dessus, c'est que disent les économistes sur la reformatation de toutes les grandes entreprises, de tout le modèle économique qu'on a aujourd'hui. Et ça va indépendamment de comment on vit, comment on va faire nos villes beaucoup plus vertes, pas vertes, l'eau, les ressources, etc. Et après, il y a toute la question des citoyens et de la ville ludique. C'est pas drôle, ce quartier, il est pas drôle. On y va et c'est vraiment pas drôle du tout. Mais pas drôle parce que c'est pas facile de manger, c'est pas facile de se garer. Ça l'était pas à la base et c'est pas ici qui le rend plus drôle. Mais je veux dire, c'est pas que ce quartier, mais il y a... Je vais simplement, par exemple, vous parler d'un exemple qui en plus vous pourrez aller voir puisque tout à l'heure vous m'avez demandé pour nos projets, j'en ai pas parlé parce que bon... Mais là, après tout ce qu'on a dit, je crois que c'est intéressant. On vient de livrer au mois de juillet un équipement de ville pour la ville de Montpellier. C'est en plein centre-ville, c'est le parking public de la gare Saint-Roch. Il se trouve que c'est un équipement, alors nouvelle typologie, parking émergent, c'est-à-dire un grand bâtiment qui fait presque 200 mètres de long par 9 étages de haut, en plein centre-ville, plein centre historique, le long des voies ferrées, coincé entre la place de la Comédie. À côté de la place, oui. Enfin, vraiment, c'était un enjeu urbain important. Qu'est-ce qu'on a fait et je pense que là, il y a toute l'intelligence de tout ce que je vous ai dit et tout ce qu'on pense aujourd'hui. C'est un bâtiment, alors la gare, pour ceux qui connaissent Montpellier, la gare Saint-Roch a son parvis, la nouvelle gare, puisqu'elle a été réhabilitée. On sort au niveau du pont de Sète, c'est-à-dire qu'on sort à peu près à 4 mètres par rapport à l'espace public qui est plus bas, dans lequel il y a une fluidité qui se veut pour toute une nouvelle ZAC qui est en train de se mettre en place. Les voies ferrées d'un côté, 5 voies ferrées, et de l'autre côté, le tramway. Donc on est vraiment encorseté dans un tissu assez compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des mètres cubes de béton, pensant que ce bâtiment qui était en plein centre historique devait être réversible, avoir le vecteur temps dont je vous parlais avant. C'est-à-dire qu'on a mis plus de mètres de hauteur qu'un parking normal, de manière à ce que demain ça puisse se reconvertible en centre de logistique urbaine de dernier kilomètre zéro, puisqu'on est à côté des voies, les voitures et une évolution certaine. On a fait un bâtiment qui a gagné le concours bas carbone l'année dernière parce qu'il est stockeur d'énergie, avec toute la location de voitures, lorsque les batteries arrivent à 80% et ne se rechargent plus qu'à 80%, on les enlève du circuit. On les récupère, nous, pour faire justement ce lissage de pointe le jour de demain. On a fait une rue publique qui permet aux gens qui arrivent de la gare Saint-Roch de croiser directement par-dessus les voies, puisqu'il va y avoir un concours de passerelles, pour venir connecter un quartier qui est complètement désaffecté, le quartier Est, qui aujourd'hui doit faire un grand tour pour arriver sur ce nouvel espace urbain qui est en train de se créer avec cette nouvelle centralité de cette ZAC. Et un espace public événementiel là-haut, parce que c'est le seul point de vue haut qu'a Montpellier pour voir à 360 degrés tout son territoire. Et tout ça pour le même prix du concours, je veux dire. Et ça coûte pas plus cher. C'est simplement ce que je vous disais avant. Posons-nous ensemble, entre tous, les questions pertinentes. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup.